Je n'étais qu'à quelques semaines de mon mariage avec Julien quand j'ai pris une décision que personne ne m'avait demandée, poussée par une simple curiosité, sans doute ni peur, j'ai commencé à apprendre la langue des signes française, la LSF, pensant que cela m'aiderait à me sentir plus proche de mon fiancé et de sa mère, Marguerite. Notre maison semblait paisible, presque comme une répétition générale avec les plans de table éparpillés sur le comptoir de la cuisine, les dîners silencieux et ses mains qui bougeaient avec souplesse en guise de parole, et je pensais sincèrement être le témoin d'une forme d'intimité rare. Puis, un soir, alors que je me tenais à quelques pas d'eux, j'ai compris exactement ce qu'il lui signait, mon souffle s'est coupé, mon instinct s'est mis à hurler et c'est à ce moment précis que j'ai réalisé que le silence dans notre maison n'était pas le reflet de l'amour, mais une couverture. Au début, rien ne semblait assez grave pour être nommé, car Julien m'avait prévenu que sa mère, Marguerite, dépendait entièrement de la langue des signes, elle n'entendait pas, ne parlait pas, et selon lui, naviguer dans le monde extérieur l'épuisait bien plus qu'elle ne voulait l'admettre. Lorsqu'elle s'est installée dans notre pavillon de banlieue, je me suis adaptée sans protester, la maison était vaste, l'espace ne manquait pas et Marguerite elle-même semblait douce, presque effacée, elle souriait souvent, se déplaçait sans bruit et ne réclamait jamais d'attention, cherchant même à occuper moins de place qu'elle n'en avait besoin. Julien était devenu sa voix, quand elle signait, il traduisait, du moins c'est ce qu'il faisait au début, mais avec le temps, le rythme a changé de façon subtile, les conversations entre eux duraient plus longtemps alors que ses traductions devenaient de plus en plus courtes. Parfois, il balayait ses signes d'un revers de main en me disant avec un sourire rassurant que ce n'était rien d'important, juste des détails de routine, et je le croyais. Au dîner, il signait pendant que je dressais la table, au salon, leurs mains s'agitaient pendant que je répondais à mes emails en télétravail, le matin, ils échangeaient des gestes rapides autour d'un café avant même que je ne sois tout à fait réveillée, j'étais toujours présente et pourtant je devenais de plus en plus inutile à l'instant. Personne ne me demandait de partir, personne ne réclamait d'intimité, et d'une certaine manière, cela rendait la situation encore plus pesante. Je me disais que j'étais déraisonnable, que Marguerite n'avait pas d'autre moyen de communiquer et que Julien se comportait simplement en bon fils, que c'était là le visage de la compassion. Je me répétais cela chaque fois que le silence commençait à peser plus lourd qu'il ne le devrait, pourtant certains moments s'attardaient, parfois leurs signes s'arrêtaient net quand j'entrais dans la pièce pour reprendre dès que je détournais le regard, parfois Julien lui répondait avec une expression qui ne correspondait pas au ton qu'il utilisait pour traduire à voix haute. Une fois, j'ai demandé de quoi il parlait et il a hésité juste assez longtemps pour que je le remarque avant de prétendre qu'il s'agissait de la liste des courses au marché, j'ai ri pour dissimuler mon malaise, car je ne voulais pas être cette femme qui en veut à une parente handicapée d'avoir besoin de son enfant. Mais lentement, l'atmosphère de la maison a changé, elle n'était pas plus bruyante ni plus froide, elle était plus étroite, comme si des conversations entières se déroulaient dans un espace que je pouvais voir mais où je n'avais pas le droit d'entrer. Je me suis surprise à choisir délibérément le silence pour ne pas interrompre ou paraître intrusive, et plus je m'effaçais, plus il semblait naturel pour eux de remplir cet espace sans moi. C'est alors que j'ai décidé de continuer mon apprentissage de la LSF, non pas pour espionner ou piéger qui que ce soit, mais parce que je voulais participer, mieux comprendre Marguerite et cesser de me sentir comme une invitée dans mon propre foyer. Cela semblait encore innocent à l'époque, presque attentionné, et je ne réalisais pas que le silence que je tentais de combler remplissait déjà exactement sa fonction. Le changement ne s'est pas produit d'un coup, il est arrivé discrètement, comme la compréhension arrive souvent, sans annonce et sans permission, et à ce moment-là, l'apprentissage de la langue des signes faisait partie de ma routine. Je m'entraînais pendant mes moments perdus, répétant les mouvements dans ma tête en attendant le début d'une réunion, traçant des formes dans l'air quand j'étais seule, je ne me précipitais pas, je ne cherchais pas à devenir bilingue du jour au lendemain, je voulais seulement en comprendre assez pour me sentir incluse et combler ce fossé invisible qui s'était creusé chez moi. Cet après-midi-là ne semblait pas différent des autres, les dossiers du mariage étaient ouverts sur le bar de la cuisine, la maison était calme, ordonnée, presque comme un décor de théâtre, Julien et Marguerite étaient assis au salon, l'un vers l'autre, leurs mains bougeant selon ce rythme familier que j'avais appris à ignorer. Je me suis dit de ne pas regarder, que ce n'était pas ma place, puis une phrase a capté mon attention, pas une phrase entière, juste un fragment, un mouvement que j'ai reconnu avant même que mon esprit n'ait le temps de s'y préparer. Je me suis figée, Marguerite signait rapidement maintenant, ses gestes étaient plus secs que d'habitude, il n'y avait aucune hésitation dans ses mains, aucune fragilité dans sa posture, et Julien répondait sans détourner les yeux,
l'expression concentrée et contrôlée. Je ne cherchais pas à écouter, je ne me suis pas approchée, j'ai simplement compris, elle posait des questions sur le calendrier, pas sur le dîner ou les courses, mais sur l'après. Julien a répondu d'un geste de la main méprisant et rapide qu'après le mariage, tout serait plus facile. Ma poitrine s'est serrée, il parlait d'argent, pas de manière vague ou hypothétique, il parlait de virements, de factures, de ce qui deviendrait accessible une fois que nous serions légalement liés par le contrat de mariage. Julien a mentionné des chiffres, des sommes rondes qui m'ont donné la nausée, pas comme des estimations mais comme des certitudes. Marguerite a réagi avec une impatience visible, demandant combien de temps il devrait encore rester ici, combien de temps il devrait encore faire semblant. Faire semblant, ce mot m'a percuté avant même que je n'en réalise la portée. Julien l'a rassuré en signant que j'avais toute confiance en lui, que je ne remettais rien en question et que la maison, les comptes bancaires et les engagements financiers se mettraient en place d'eux-mêmes une fois les papiers signés à la mairie. La bouche de Marguerite s'est étirée en un sourire que je ne lui avais jamais vu, un sourire qui n'était ni doux ni poli, mais satisfait, puis elle a signé quelque chose qui a fait rire Julien, et j'ai compris cela aussi, elle faisait référence à leur arrangement, à quel point il avait été convaincant et à la façon dont le silence rendait les gens imprudents. Elle n'a pas utilisé le signe pour famille, elle a utilisé un autre signe impliquant un partenariat, une stratégie. Mon corps a réagi avant mon esprit, je me suis figée, pas de manière spectaculaire ou visible, j'ai simplement cessé d'exister à cet instant précis, mes mains sont devenues engourdies, l'air me semblait trop rare et le temps s'est étiré, suspendu entre deux respirations. Je me tenais dans la même pièce de ma propre maison, observant mon futur s'effondrer dans un silence complet. Julien a levé les yeux et m'a remarqué, instantanément, ses mains se sont arrêtées, son visage s'est adouci pour reprendre cette expression familière et travaillée, il a parlé à voix haute, d'un ton décontracté, me demandant si j'avais besoin de quelque chose. Marguerite s'est tournée vers moi avec ce même sourire prudent qu'elle portait toujours, je me suis forcée à bouger, j'ai hoché la tête, j'ai dit que tout allait bien et j'ai ramassé un dossier sur la table, mes doigts restaient fermes malgré le vacarme dans ma tête. Je me suis éloignée sans courir, sans regarder en arrière, et ce n'est qu'une fois la porte de la chambre fermée que je me suis autorisée à respirer. Le mariage n'avait pas changé, la date était la même, tout le monde croyait encore à la même histoire, mais je savais alors que ce que je venais de comprendre n'avait jamais été destiné à mes oreilles, et cette compréhension changeait tout. Je ne l'ai pas affronté, ce fut ma première décision une fois que le choc a relâché son emprise, je me suis assise sur le bord du lit, les mains croisées sur mes genoux, fixant le vide tandis que mon esprit fonctionnait avec une clarté brutale. Une confrontation aurait été satisfaisante pendant exactement 3 secondes, mais après cela, elle aurait été dangereuse, je l'ai compris instinctivement, car quoi que Julien et Marguerite préparent, ce n'était pas impulsif, c'était structuré et chronométré. S'ils réalisaient que je savais, ils ne paniqueraient pas, ils s'ajusteraient. J'ai réalisé que le silence n'était plus une faiblesse, c'était devenu ma couverture. J'ai rejoué la conversation dans ma tête, non pas de façon émotionnelle, mais stratégique, ce qu'ils supposaient, ce qu'ils croyaient contrôler, ce qu'ils pensaient que je ne comprendrais jamais. Leur confiance venait d'une seule chose, l'asymétrie, ils possédaient des informations que je n'avais pas, du moins le croyaient-ils, et ce déséquilibre était la seule raison pour laquelle ils étaient assez audacieux pour en discuter ouvertement chez moi, alors que je me tenais juste là. Si je brisais cette illusion trop tôt, je perdrais mon seul avantage, j'ai donc choisi de rester de marbre à l'extérieur pour mieux réfléchir à l'intérieur. Au cours des jours suivants, je suis devenue exactement celle qu'ils attendaient, calme, conciliante, concentrée sur les détails du mariage, j'ai posé des questions sur le plan de table, j'ai discuté du menu du traiteur, j'ai souri quand Julien traduisait les commentaires inoffensifs de Marguerite et j'ai acquiescé quand il disait qu'elle était simplement fatiguée. Rien dans mon comportement ne laissait suggérer un changement, mais à l'intérieur, tout avait basculé, je me suis mise à observer les schémas plutôt que de me fier à mes sentiments. Qu'en parlait-il, ou, quel sujet évitait-il d'aborder à voix haute, quel thème rendait Julien plus attentif et plus contrôlé? J'ai remarqué à quel point le ton des signes de Marguerite changeait selon ma présence ou non dans la pièce, j'ai noté que Julien ne laissait plus aucun document administratif traîner, il devenait prudent dans nos conversations banales, ils étaient sur leur garde, mais pas assez. Ce calme apparent m'a acheté du temps, et le temps m'a apporté la clarté, j'ai compris pourquoi réagir immédiatement m'aurait tout coûté car la colère m'aurait rendue prévisible et la peur m'aurait rendue imprudente, alors que le silence me rendait invisible.
Tant qu'ils me croiraient ignorante, ils continueraient exactement comme prévu, ils feraient leur plan en supposant que j'étais toujours la même femme qui leur faisait confiance, et cette supposition était leur erreur. Je n'étais pas encore prête à agir, ni publiquement ni de façon décisive, mais j'ai commencé à me positionner pour le moment opportun, j'ai passé en revue les engagements que j'avais reportés, j'ai discrètement revu les limites que j'avais assouplies par souci de paix. J'ai pris des notes mentales sur ce qui pouvait être annulé et ce qui ne le pouvait pas, et pour la première fois depuis la découverte de la vérité, j'ai ressenti autre chose que du choc, j'ai ressenti du contrôle. Mon inertie ne m'avait pas piégée, elle m'avait protégée, elle empêchait le danger de me voir clairement pendant que j'apprenais à bouger sans être vue. Et tant qu'ils continuaient à parler librement dans leur silence emprunté, ils ne réaliseraient jamais que la personne autour de laquelle ils planifiaient leur avenir n'existait plus. Je n'avais plus besoin de réponse, j'avais besoin de levier, j'ai donc continué à jouer mon rôle, restant agréable et prévisible. J'ai laissé Julien croire que le mariage occupait toute mon attention pendant que je déplaçais discrètement la mienne ailleurs, la clé n'était pas la vitesse mais l'ordre des actions, car un seul faux mouvement les alerterait, et je ne pouvais pas me le permettre. J'ai commencé par ce qui m'appartenait déjà, sans drame mais avec méthode, j'ai revu les engagements pris par pure confiance, j'ai ralenti les processus administratifs qui n'avaient pas besoin d'être immédiats, j'ai vérifié les arrangements qui deviendraient permanents après la cérémonie et j'ai posé des questions neutres qui semblaient pratiques et non suspectes. Chaque étape était assez petite pour être invisible isolément, mais ensemble, elles changeaient la donne. À la maison, je restais effacée, je ne regardais pas quand Julien et Marguerite signaient, je n'interrompais pas, je ne demandais pas ce qu'ils discutaient, et cette retenue était cruciale pour maintenir leur confiance intacte. Ils ont continué à parler librement de ces paiements qui seraient plus faciles à gérer plus tard, de ces factures qui n'auraient plus d'importance une fois les comptes joints, de la nature temporaire de leur situation. Ils parlaient comme des gens qui comptaient déjà un argent qui ne leur appartenait pas encore, et je les ai laissés faire. Au lieu de réagir, j'ai documenté les habitudes, le timing, la fréquence, la façon dont le ton de Julien se durcissait quand le sujet dérivait vers les échéances, la façon dont l'impatience de Marguerite refaisait surface quand les plans n'allaient pas assez vite. Je n'avais pas besoin de tout enregistrer de façon formelle, j'avais juste besoin de comprendre comment fonctionnait leur confiance et de quoi elle dépendait. Puis j'ai commencé à ajuster les accès, rien qui ne puisse être tracé jusqu'à une décision unique, juste de subtils recalibrages, des autorisations révisées, des dépendances réduites. J'ai présenté tout cela comme de la préparation, de la diligence, le genre de comportement responsable que l'on loue chez une future mariée qui a la tête sur les épaules. Julien n'a jamais rien remis en question, au contraire, il semblait soulagé que je m'occupe de détails auxquels il ne voulait pas penser, et c'était là toute l'ironie, plus je paraissais confiante, moins il me surveillait. Je n'ai pas annulé le mariage, pas encore, car le faire aurait soulevé des questions auxquelles je n'étais pas prête à répondre, j'avais besoin qu'ils croient encore au calendrier initial. Leur sentiment d'urgence jouait en ma faveur car plus nous approchions de la date, plus ils devenaient imprudents dans leurs suppositions. Se positionner n'est pas une question d'attaque, c'est une question d'alignement, s'assurer que lorsque le moment vient, l'issue semble inévitable plutôt que forcée. Au moment où tout a été en place, rien de dramatique ne s'était produit en surface, pas de dispute, pas de scène, pas d'accusation, n'importe qui nous observant n'aurait vu qu'une femme préparant sereinement son union. Ce qu'ils ne pouvaient pas voir, c'est que les fondations de ce futur avaient déjà été démantelées discrètement, proprement et sans une seule confrontation. Je n'avais pas besoin qu'ils confessent, je n'avais pas besoin qu'ils paniquent, tout ce dont j'avais besoin, c'était qu'ils continuent à parler, à supposer et à croire que j'étais exactement là où ils m'avaient laissé, ils n'ont jamais remarqué que j'étais déjà partie. L'effondrement n'a pas commencé par une dispute, il a commencé par un silence. 2 jours avant ce qui devait être notre dernier rendez-vous pour le mariage, Julien est rentré à la maison perturbé, il n'a pas dit pourquoi au début mais il traversait les pièces avec une nervosité qu'il ne pouvait cacher, vérifiant son téléphone plus souvent que d'habitude, s'arrêtant au milieu d'une phrase quand Marguerite lui signait quelque chose. Leurs conversations sont devenues plus sèches, plus rapides, moins prudentes, alors que je restais exactement la même. Quand Julien a fini par parler, ce n'était pas une accusation, c'était de la confusion, quelque chose à propos d'un retard, d'une complication qu'il n'avait pas prévue, il a dit cela avec désinvolture comme si le problème se résoudrait de lui-même s'il ne l'examinait pas de trop près. Marguerite ne partageait pas son optimisme, ses signes étaient brusques, irrités,
elle demandait ce qui n'allait pas, mais je le savais déjà, car le calendrier sur lequel ils comptaient n'existait plus. Les suppositions qu'ils avaient faites sur l'accès au fond, sur l'inéluctabilité des choses, sur le contrôle que le mariage leur donnerait, s'étaient effondrées silencieusement sous leurs pieds, non pas parce que je les avais bloqués de front, mais parce que j'avais supprimé les raccourcis sur lesquels ils comptaient. Ils ont commencé à se disputer comme jamais auparavant, pas bruyamment, pas de façon théâtrale, mais avec une urgence palpable. Leur certitude avait disparu, remplacée par des recalculs permanents. Marguerite pressait Julien de la rassurer, mais il en était incapable. Pour la première fois, Julien n'avait pas de réponse prête. Le mariage n'a pas été annulé en un seul instant, il s'est enlisé, les rendez-vous ont été reportés, les décisions demandaient soudainement plus de temps, et l'aisance que Julien projetait autrefois a été remplacée par une frustration qu'il tentait de faire passer pour du stress. Lorsqu'il a suggéré de repousser la date de quelques semaines, je n'ai pas résisté, je n'ai pas posé de questions, j'ai simplement accepté. C'est à ce moment-là que la structure a fini par céder, sans la pression d'un mariage imminent, leur urgence est devenue visible, ils ont poussé là où ils n'auraient pas dû, demandé des choses trop directement, fait des suppositions qui ne collaient plus à la situation. Et quand ils l'ont fait, les garde-fous que j'avais discrètement mis en place ont répondu sans que j'aie à m'en mêler. Il n'y a pas eu de révélation dramatique, pas de confrontation dans le salon, pas de voix haute ni d'accusation, juste une séquence d'événements qui ne tournaient plus en leur faveur. Julien a compris le premier, il m'a demandé un soir si quelque chose avait changé, pas avec colère ni défiance, mais avec précaution, comme s'il testait la solidité du sol sous ses pas. Je l'ai regardé et je lui ai dit la vérité, mais pas toute la vérité, j'ai dit que j'avais besoin de temps, que je ne me sentais plus à l'aise pour avancer comme nous l'avions prévu. Marguerite m'observait attentivement pendant que Julien traduisait, son expression a changé d'une manière que j'ai reconnue immédiatement, ce n'était pas de la confusion, c'était de la reconnaissance. Ils ont compris à ce moment-là que le futur qu'ils avaient planifié ne leur était plus accessible, le mariage n'a pas eu lieu, il n'y a pas eu d'annonce ni d'explication offerte à quiconque en dehors de notre foyer, il a simplement cessé d'exister en tant qu'option. Et une fois cette porte fermée, tout ce dont il dépendait s'est évanoui avec elle. Je n'ai pas célébré, je n'ai pas ressenti de victoire, ce que j'ai ressenti était quelque chose de plus stable que le soulagement, la certitude qu'ils avaient échoué, non pas parce que je les avais combattus, mais parce que j'étais sorti du rôle qu'ils avaient besoin que je joue. Si cette histoire nous apprend quelque chose, c'est que la force ne s'annonce pas toujours avec fracas, Chloé n'a pas gagné en dominant qui que ce soit, elle n'a pas crié plus fort que ceux qui tentaient de la tromper et elle ne s'est pas précipitée pour les démasquer par simple besoin de décharge émotionnelle. Au lieu de cela, elle a fait un choix plus silencieux, un choix qui exigeait de la patience, de la retenue et une profonde compréhension de ses propres limites. Ce qui frappe le plus chez Chloé, ce n'est pas ce qu'elle a fait à la fin, mais ce qu'elle n'a pas fait au moment le plus crucial, elle n'a pas laissé le choc se transformer en panique, elle n'a pas laissé la trahison la pousser vers une action imprudente, elle s'est donné le temps de voir l'image complète avant de décider quelle part d'elle-même elle était prête à risquer. Et c'est là que réside la véritable leçon, car la trahison n'est pas toujours évidente, elle ne s'accompagne pas toujours de cris ou d'ultimatums dramatiques, elle se cache parfois derrière la politesse, derrière les rôles familiaux, derrière un silence qui semble inoffensif jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Le danger n'est pas seulement d'être trompé, il est de réagir avant d'avoir compris ce qui est réellement en jeu. Chloé a choisi la clarté plutôt que le chaos, elle a choisi de protéger son avenir au lieu de vouloir marquer un point dans le présent.